Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle web émission Artiste-Auteur, un statut dédié à une thématique ô combien sensible mais passionnante, la représentativité. Alors derrière ce mot un peu obscur pour certains, se cache un enjeu fondamental et crucial, la capacité pour une organisation à représenter une profession et à pouvoir du coup peser dans les décisions qui vont être liées à son avenir. Ce soir, nous sommes en compagnie de Yannick Panière, professeur de droit avec une spécialité en droit du travail qui va nous être bien précieuse. Bonsoir. Bonsoir, enchanté. Enchanté. Parfait. Convivialité, comme dans tous nos vidéos live. On est vraiment ravis, en tout cas, que vous ayez répondu à cette invitation, puisque votre expertise sur le sujet va nous permettre d'y voir un peu plus clair dans une thématique qui, disons, a suscité un certain nombre de débats, pour ne pas dire d'hostilité, dans un certain nombre de sujets. Et on ressent aujourd'hui vraiment le besoin de s'y attaquer avec un angle juridique afin de clarifier un certain nombre de sujets. Nous sommes également en présence de Denis Goulette, qui est juriste spécialisé en propriété intellectuelle, que vous avez déjà pu voir. Et quand Denis Goulette était délégué général de la Guilde française des scénaristes, il a notamment été à l'origine d'un document avec son conseil d'administration qui est absolument majeur, je dirais, dans la préoccupation d'aujourd'hui, qui s'intitule L'impossible dialogue social, que vous avez peut-être eu l'occasion de lire, mais que nous vous invitons à lire si ce n'est pas le cas. Et puis nous sommes avec Frédéric. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Frédéric qui est écrivain et qui est secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels. Alors, en introduction, un grand merci à Frédéric pour, évidemment, d'avoir accepté d'intervenir, mais au-delà de ça, pour ce rôle de secrétaire général et son élection au conseil d'administration de la Ligue des auteurs professionnels. Sachez que c'est Frédéric qui, désormais, va aux diverses réunions institutionnelles afin de porter la voix des adhérents de la Ligue des auteurs professionnels, évidemment en collaboration avec le conseil d'administration. Et c'est un plaisir toujours renouvelé. Eh bien, on en est ravis parce qu'on a besoin de bénévoles qui vont justement porter ces paroles. Et le bénévolat, je crois que c'est un sujet sur lequel on va pouvoir revenir longuement à travers cette notion de représentativité et les enjeux que cela peut soulever. Alors, en introduction, est-ce que, par exemple, Yannick Panière pourrait nous expliquer ce que c'est que la représentativité ? Alors, la représentativité est normalement attachée aux organisations syndicales. Et ces organisations syndicales, nécessairement, ont pour adhérents en majorité des travailleurs. Ça peut être des travailleurs indépendants, ça peut être des employeurs. On estime qu'ils travaillent, les employeurs. On nous dit que la loi ne distingue pas, donc ça peut être des employeurs également, des chefs d'entreprise, et bien sûr, ça peut être des salariés. Et normalement, un syndicat représente d'abord ses adhérents. Ça, c'est la base. Et à un moment, ce syndicat a plus d'influence qu'un autre syndicat. Il a plus de moyens, il arrive à avoir une certaine publication, une certaine notoriété, une certaine publicité, une certaine notoriété, et lors notamment de différentes élections qu'il peut y avoir. On peut penser à des élections ordinales, des élections professionnelles pour les syndicats de salariés. Eh bien, on va considérer que son audience est telle qu'il a la capacité de représenter au-delà de ses adhérents. Alors, il y a des critères qui ont été mis en place, mais l'objectif, c'est ça, c'est que sa capacité d'influence lui permet de représenter au-delà de ses adhérents. Et la prérogative majeure, c'est de porter des revendications afin de négocier. Voilà ce qu'on nous a dit, et au niveau international par le BIT, et au niveau européen avec la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est cette capacité à représenter au-delà de ses adhérents pour faire prévaloir, pour présenter des revendications professionnelles dans le cadre de négociations collectives. J'espère avoir été concis et clair. C'était extrêmement concis et clair. Ça me donne une bonne transition par rapport à toi, Frédéric. Tu es ce soir aussi là pour intervenir vraiment en tant qu'écrivain dans ton vécu, dans ce qui t'a amené peut-être aussi, je dirais, à t'investir syndicalement. Est-ce que tu t'étais, avant je dirais, ces dernières années, t'investir davantage syndicalement, intéressé ou interrogé sur ce que c'est que la représentativité pour les artistes, auteurs et autrices ? Non. Comme beaucoup d'entre nous. Non, mais exactement. Non, je me suis pas intéressé. Je crois que comme tout le monde au départ, j'ai essayé de faire ce qu'on me disait de faire parce que et en fait la question de qui nous représente,
que ce soit en termes de négociation collective ou en termes de régime social, etc., cette question-là, elle est apparue que très très tard, en fait, finalement, à partir du moment où j'ai commencé à creuser, je me suis rendu compte qu'il y avait des dysfonctionnements manifestes, qu'on avait vraiment un gros déficit en termes de statut, d'accès aux droits sociaux, etc. Tout simplement par ma propre expérience. Hein. Je pense que tout artiste-auteur qui a commencé à juste envoyer un arrêt de maladie à la CAF s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Et puis, à force de creuser, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la question. Denis, en tant qu'ancien délégué général de la Guilde des scénaristes, et puis par ailleurs, par aussi tout ton parcours, ton cursus en propriété intellectuelle, comment, je dirais, en es-tu venu à interroger cette notion de représentativité, si on fait un petit crochet, je dirais, par l'impossible dialogue social, puisque c'est vrai que quand on y réfléchit, le rôle d'un syndicat, d'une organisation professionnelle, si on l'a dit, de défendre ses adhérents, mais il y a un moment donné où quand il s'agit de faire remonter, en fait, évidemment, des revendications, et quand il s'agit d'arbitrer des décisions, je dirais, politiques qui devraient aller dans le sens des demandes de cette dite de cette dite profession, encore faut-il qu'on sache concrètement quelles sont les revendications, je dirais, majoritaires, ou en tout cas les plus portées. Qu'est-ce que ça t'inspire, ça, vraiment cette notion de représentativité par rapport à tout ce que tu as pu étudier juridiquement ces dernières années? Alors, j'ai pris mes fonctions à l'époque, c'était en 2017, à la Guilde française des scénaristes, et il y avait des discussions qui étaient très importantes qui étaient menées à l'époque sur l'accord transparence. C'était un accord qui était destiné à clarifier les définitions de ce qu'on appelle les recettes nettes par producteur et qui était un accord qui avait vocation à être étendu par voie d'arrêté ministériel. Donc pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire rendre obligatoire, y compris à des auteurs qui ne sont pas dans des syndicats, et peu importe le fait qu'ils soient ou pas dans ce syndicat, c'est leur imposer, leur rendre obligatoire des accords pour les auteurs comme pour les producteurs. Et dans le cadre de cette discussion-là, pour être vraiment très concret et très franc, on va dire, la suite de l'accord de transparence prévoyait de poursuivre les négociations professionnelles sur la question de l'intéressement des auteurs et la question des pratiques contractuelles. Et j'avais un feedback de la plupart des adhérents de la guilde et des scénaristes que je rencontrais. J'avais un feedback qui était vraiment une priorité absolue d'améliorer les pratiques contractuelles, c'est-à-dire tout ce qui concerne la phase préalable à l'exploitation de l'œuvre. C'était vraiment... les conditions de travail, en fait. C'était les conditions de travail. C'était vraiment ce qui me remontait le plus de par mon conseil d'administration à l'époque et de par les adhérents. Et on avait un organisme de gestion collective qui s'appelle la SACD qui siégeait au même titre que nous dans le cadre des discussions qui avaient mené à l'adoption de cet accord transparence et qui, elle, considérait que la priorité absolue pour les auteurs, ce qui vraiment était la priorité majeure de leur vie, c'était d'obtenir une rémunération complémentaire après amortissement. Chose pour laquelle j'étais bien évidemment tout à fait favorable parce que ça me paraissait tout à fait défendable et intéressant, mais je voyais que j'avais un conflit de priorité, tout simplement, c'est-à-dire sur les actions à mener, les hommes à mettre en face pour pouvoir négocier ce point-là et faire ce truc-là. Et c'est là que j'ai commencé à sentir des rapports de couloir qui étaient assez tendus et assez compliqués, d'autant plus que la Guilde des scénaristes était et est toujours majoritairement subventionnée par la SACD, et donc on m'a un peu fait sentir que ça serait bien que j'estime prioritaire la question de l'intéressement supplémentaire après amortissement plutôt que les pratiques contractuelles. Donc ça, c'est le premier point où je me suis dit, tiens, il y a un problème là parce que je me retrouve pris dans une situation extraordinairement inconfortable dans la revendication que mes adhérents souhaitent voir portée en priorité. C'était le premier point. Et le deuxième point, c'est un peu plus tard, on a commencé des négociations
des débuts de discussions informelles en cinéma pour essayer d'obtenir des rémunérations minimales pour des scripts et des scénarios de long métrage. Et donc à la Guilde, on a fait un benchmark international en allant voir tous les accords qui étaient conclus dans le monde avec d'autres guildes. Et ce benchmark, en fonction des montants qui ont été faits, on a fait des ratios en fonction du PIB de chaque pays, du nombre de salles, du nombre de spectateurs cinéma. On a essayé de faire une cote un peu mal taillée pour arriver avec une proposition qui nous semblait cohérente au regard de ce qu'on voyait à l'international et au regard du marché dans lequel on était. On est arrivé à un chiffre de mémoire, ça tournait autour de 33 000 € pour un script pour 2 auteurs. Et on s'est retrouvé avec des producteurs qui, évidemment, ont trouvé que c'était beaucoup trop faible, mais qui ont sorti comme argument le fait qu'il y avait un risque pour la diversité des œuvres, puisque... Vous trouvez que c'était trop cher à payer, c'est ça? Oui, c'est ça, que c'était trop cher à payer et qu'il y aurait probablement des films qui pourraient ne pas se faire si on imposait aux producteurs... Oui, c'est l'argument qu'ont tous les exploitants d'œuvres. Voilà, sauf que j'ai 2 organisations d'auteurs qui étaient autour de la table à l'époque, qui avaient dans leur statut la défense des intérêts de leurs adhérents, mais qui avaient aussi dans leur statut la défense de la diversité des œuvres. Et je me suis retrouvé avec des organisations d'auteurs qui ont dit que les producteurs avaient raison de trouver que ce que la Guilde proposait était trop cher et qu'un tarif bien pour un premier script tournerait autour de 14 000 € bruts, sachant que ça représente à peu près entre 2 ans et 4 ans de travail. Donc là, j'ai été à nouveau agacé, puisque j'étais en train de me dire, mais moi, sincèrement, s'il y a des producteurs qui ne peuvent pas mettre 35 000 € minimum dans un script qui va demander 2 à 4 ans de travail, en fait, je me contrefiche que le film existe ou pas, puisque je défends les intérêts des scénaristes, et les intérêts des scénaristes, c'est à un moment qu'ils soient payés pour leur travail, et pas uniquement qu'un film existe, si ce film existe pour qu'en fait, ils aient été rémunérés de rien du tout ou de très peu. Donc là, j'ai retrouvé un peu cette situation-là. Et c'est là que j'ai commencé à creuser vraiment les questions de représentativité pour essayer de comprendre, et que j'en suis arrivé à l'impossible dialogue social. Tu me diras si tu veux que je poursuive et à quel moment, mais c'est-à-dire à une cacophonie complète, une incohérence totale de tous les textes qui tentent d'organiser la représentativité des artistes-auteurs et qui contribuent à leur division. Et en parallèle de ça, le rapport Racine était en train d'être rédigé, les organisations étaient concertées, et ça fait effectivement partie des choses que Bruno Racine a conclues, c'est qu'effectivement, il y avait une problématique majeure de division des voix des artistes-auteurs en France qui leur portait préjudice, puisque ça créait une cacophonie qui faisait qu'en fait, ils étaient inaudibles quant aux revendications qu'on le faisait. Et j'en veux pour preuve la ministre de la Culture elle-même, qui, il y a de ça 3 semaines, nous a expliqué lors d'une conférence sur son agenda qu'elle préférerait se régler le conflit en mer de Chine que de continuer à s'occuper des artistes-auteurs qui étaient vraiment infoutus de s'entendre entre eux. Et c'est là où, en fait, on en arrive à une situation absolument invraisemblable, c'est qu'on a l'État qui, à mon sens, devrait être proactif dans la création d'un écosystème qui permette la discussion et qui permette l'émergence de voix qui soient représentatives, et qui aujourd'hui vient reporter la faute sur les artistes-auteurs par rapport à ça. Voilà. Bon. Je m'arrête parce que sinon je peux... Oui. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'en tout cas, il y a un paradoxe complet. Enfin, je dirais que c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, puisque le rapport Racine, en fait, propose enfin d'entrer dans un formalisme, une organisation, une rationalisation et une clarté, notamment au titre, je dirais, des périmètres des intérêts défendus, puisque je peux là parler de ma propre expérience, maintenant que je n'ai plus de mandat, de ces 3 dernières années. Ce qui était très étonnant, c'est qu'on se retrouvait à la table avec plein d'organisations disant défendre le droit d'auteur, bon, soit, qui en fait avaient des statuts, des intérêts et des agendas extrêmement divers, puisque derrière la notion de droit d'auteur, en fait, le droit d'auteur, ce n'est pas la défense des intérêts professionnels
des créateurs et créatrices. Le droit d'auteur en tant que tel, c'est le principe de propriété intellectuelle, hein. C'est que oui, les auteurs peuvent être propriétaires de leurs droits patrimoniaux, mais ils peuvent aussi les transférer. Et dans le cas d'un transfert de propriété, comme c'est le cas très souvent dans les contrats qu'on contracte, c'est aussi le droit d'auteur, les intérêts des exploitants de nos œuvres. Donc on arrive du coup dans un conflit d'intérêts très fort, parce que derrière la terminologie de la défense des droits d'auteur, des auteurs, du droit d'auteur, en fait, on retrouve pléthore d'organisations ayant vraiment des missions et des intérêts différents. Et ce qui est fou, c'est de se dire que dans un pays comme la France, on se rend compte que c'est statu quo. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'enterrement du rapport Racine et de tous les grands projets politiques qui auraient mené à un formalisme, à une organisation, à une clarté, en fait, ont été à minima repoussés. Enfin, on comprend que l'État qui a été mis au défi d'agir n'agit pas. Qu'est-ce que ça vous évoque, du coup, Yannick Panière, vous, qui avez l'expérience et l'habitude de traiter de ces questions, qu'est-ce que vous inspire, le peu que vous voyez là de l'écosystème qui concerne les auteurs et autrices? Oh, ça me rappelle un peu d'histoire et ça m'a permis de critiquer un petit peu ces dispositions légales. Un peu d'histoire parce qu'on a connu le monopole de la Chambre nationale des huissiers en matière de négociation collective pour les huissiers. Et le BIT avait dit à l'époque, c'est une aberration légale française. Il n'y a rien de plus aberrant là-dedans. Et le BIT avait dit, c'est contraire à la convention OIT numéro 87. La Chambre nationale des huissiers n'a rien à voir avec un syndicat. Donc, vous devez permettre la création de syndicats pour qu'ils puissent négocier des accords collectifs. Ça me rappelle une autre histoire un peu plus complexe, mais qui pourrait ressembler un peu à la vôtre, sur le Conseil supérieur du notariat. Où là, il y avait cet ordre et cet ordre avait la capacité de négocier au nom des notaires, mais il représentait des intérêts totalement différents, hein, vous l'avez très bien dit. Et donc, ça n'avait aucun sens. Et on a dit, il faut laisser le syndicat national des notaires exister par la suite. Et on a créé une compétence cumulée entre le CSN et le syndicat national des notaires pour pouvoir négocier des accords collectifs. Mais au moins, ce syndicat existe. C'est déjà quelque chose. Il y a plein de débats sur la représentativité, je ne reviendrai pas là-dessus, mais le Conseil d'État avait été saisi par ailleurs. Et vous, j'ai été assez choqué et j'ai pu le lire, mais je ne connaissais pas toutes les subtilités. Et heureusement, Denis m'en avait parlé lors d'une réunion. Il y a cet article du Code de la propriété intellectuelle qui nous dit qu'un organisme de gestion collective a qualité pour défendre les intérêts matériels et moraux de ses membres, notamment dans le cadre d'accords professionnels les concernant. Et puis, il participe également aux institutions de retraite, sur les questions de protection sociale ou encore sur les questions de formation professionnelle. Et puis, on a certains arrêts de la Cour de cassation qui nous dit que les syndicats, s'ils veulent, il faut qu'ils démontrent leur représentativité. Mais comme c'est pas simple à démontrer, il y a un arrêt IRPS là-dessus et le syndicat indépendant des artistes-interprètes où on leur a dit vous n'êtes pas assez représentatif. Il n'y a pas les critères qui sont réunis. Mais comme vous dites, il y a une incohérence absolue. Qui doit assurer justement un mécanisme de représentativité au profit de syndicats, de vrais syndicats, qui ne sont pas des sociétés, qui ne sont pas des organismes à but lucratif, qui ne représentent que les intérêts matériels et moraux des membres en toute indépendance, c'est-à-dire on ne mélange pas, qui doit garantir ça? C'est l'État. L'État ne peut pas renvoyer la balle simplement aux artistes-interprètes, etc., en disant trouvez la solution vous-même. C'est faux, c'est juridiquement faux. Donc, techniquement, ce qui s'est passé pour la Chambre nationale des huissiers, le syndicat des huissiers, c'est la responsabilité de l'État qui doit être en cause. Et là, on a des armes juridiques. Saisir le BIT. Pourquoi demain, le syndicat des artistes-interprètes, la guilde, etc., ne saisirait pas, pourquoi pas, le BIT? Ça serait une sanction symbolique, c'est vrai, mais ça pourrait être une sanction déjà. Et puis en allant plus loin, si jamais ça ne bouge pas, pourquoi pas saisir les juridictions nationales, puis saisir la Cour européenne des droits de l'homme, parce que tout le mécanisme qui est mis en œuvre là, qui résulte des textes, est absolument contraire au droit international et au droit européen. Donc c'est une aberration d'entendre dire que c'est à vous de vous débrouiller tout seul. Ça n'a aucun sens.
C'est une déresponsabilisation totale de l'État. Oui, ça fait très longtemps que ça dure, hein, ça fait des décennies. Je me permets de faire une petite précision, notamment pour les personnes qui nous écoutent, parce que c'est souvent une confusion qui est faite entre les artistes-interprètes et les artistes-auteurs, parce que derrière le mot artiste, c'est intéressant, parce que d'ailleurs, d'un point de vue institutionnel, c'est un mélange qui est souvent fait. Les artistes-interprètes interprètent les œuvres des artistes-auteurs, et en fait, les artistes-interprètes, eux, ont accès à la négociation collective parce qu'ils ont vraiment une organisation du dialogue social de longue date. Et les artistes-auteurs, en revanche, donc toutes les professions créatives de type écrivain-écrivaine, plasticien-plasticienne, illustrateur-illustratrice, etc., photographe, eux sont dans cette espèce d'entre-deux. Avant qu'on continue cette discussion passionnante, je propose qu'on essaie de rentrer dans le vif du sujet avec pédagogie et dessin, avec Dessine-moi un statut. Émilie, peux-tu nous envoyer le générique ? Voilà près de 40 ans que le sens des réformes en France est de donner davantage de légitimité aux partenaires sociaux, dans la mesure où la place laissée à la négociation d'accords collectifs est de plus en plus grande. La logique est infaillible. Si la norme est de plus en plus négociée, il est normal que par effet d'ondulation, on puisse questionner la représentativité de ceux qui négocient. Aussi convient-il de distinguer les notions de représentation et de représentativité. La notion de représentation se réfère à une technique juridique qui permet à une personne d'en charger une autre d'accomplir à sa place des actes pour son compte. Tandis que la notion de représentativité est très propre au droit des relations collectives. C'est la capacité et la légitimité reconnue à une organisation de représenter les membres d'une profession. Encadrer la représentativité revient alors à préserver l'intégrité du dialogue social, lequel est une des composantes indispensables de notre démocratie et de notre état de droit. En ce sens, le Conseil constitutionnel l'a rappelé encore récemment. Tout travailleur doit pouvoir participer, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective de ses conditions de travail. C'est un droit constitutionnel reconnu également comme un droit fondamental au niveau européen et international. La représentativité est encadrée par des critères très spécifiques énumérés par l'article L. 2121-1 du Code du travail. Le respect des valeurs républicaines, qui implique le respect des libertés fondamentales et le refus de toute discrimination, l'indépendance, qui doit être morale et financière, la transparence financière, qui implique la publication de documents comptables, une ancienneté minimale de 2 ans pour éviter la création de syndicats juste avant des élections professionnelles, l'influence, caractérisée par l'activité et l'expérience du syndicat, les effectifs d'adhérents et les cotisations, en sachant que la loi ne fixe pas de cotisation minimale, et enfin l'audience, qui fixe des seuils à atteindre pour être considéré comme représentatif. Ce critère implique donc la mise en œuvre d'élections professionnelles. La représentativité confère alors 2 prérogatives principales. L'organisation représentative pourra signer des conventions et accords susceptibles d'extension. L'organisation représentative pourra siéger dans la commission au nom des membres de la profession qu'elle représente. Or, ce concept n'a jamais été respecté au sein du secteur de la création, car le ministère de la Culture ne s'est jamais approprié la notion de démocratie sociale et n'a jamais interrogé la légitimité des personnes présentes à la table des négociations. Pire, depuis 2014, il a privé les artistes-auteurs et autrices de la possibilité d'élire leurs représentants et représentantes au sein du conseil d'administration de leur organisme de sécurité sociale. Il devait s'agir d'une mesure transitoire qui n'a jamais été corrigée et nous prive de démocratie représentative pour décider de notre propre régime social. Cela s'explique en partie par le fait que les artistes-auteurs et autrices sont difficilement parvenus à être reconnus comme des professionnels. Encore aujourd'hui, la question d'un statut professionnel divise et de nombreuses organisations, dont la Ligue, alertent les pouvoirs publics sur ce problème majeur. Les auteurs et autrices ne sont toujours pas représentés. Les élections professionnelles sont une préconisation essentielle du rapport Racine. L'ancien ministre de la Culture, Franck Riester, s'est lui-même engagé à revoir la représentativité professionnelle des artistes-auteurs et à leur donner accès à une véritable démocratie sociale, comme dans les autres professions. Il est donc urgent que le ministère de la Culture agisse pour respecter les engagements constitutionnels de la France en matière de représentativité, car comme tout autre travailleur, les auteurs et autrices ont le droit fondamental de participer, par l'intermédiaire de leurs organisations représentatives, à la détermination collective de leurs conditions de travail.
Merci Asita pour cette vidéo explicative, tout en pédagogie, qui permet de mieux saisir la notion de représentativité. Et on comprend alors l'enjeu crucial que ça représente. Parce que je sais que pour certains, ça peut paraître flou, mais qui parle au nom d'une profession, quelle organisation parle au nom d'une profession, c'est tout simplement sceller le destin de cette dernière. Et du côté des artistes, auteurs et autrices, le moins qu'on puisse dire, c'est que, on le sait, le rapport Racine et d'autres rapports l'ont attesté, on est face à peut-être l'une des professions en France les moins reconnues comme telles, d'abord pour commencer. Il y a vraiment cette espèce de paradoxe dans lequel on cotise comme des professionnels, mais on n'est pas reconnu comme travaillant, comme exerçant des métiers. Et en plus de ça, on se rend compte que tout un tas d'organisations prétendent défendre nos intérêts et on se rend compte que ce n'est pas toujours exactement le cas. Frédéric, maintenant que tu es secrétaire général de la Ligue des auteurs professionnels, je dirais que c'est intéressant qu'on puisse échanger sur cette notion même de représentativité parce que tu as mandat, en tout cas des adhérents de la Ligue, pour aller porter les revendications, évidemment, de notre profession, sachant qu'évidemment, on sait qu'il n'y a pas de représentativité établie pour les artistes auteurs-autrices, donc évidemment d'autres organisations. Mais néanmoins, qu'est-ce que tu retiens de ces premières expériences, je dirais, pour aller porter un certain nombre de revendications dans les instances institutionnelles? Qu'est-ce que j'en retiens? Ce qu'on perçoit, ce qu'on voit dans la réunion, c'est que le flou généralisé, en fait, dans lequel on est à tous les niveaux, au niveau de la représentativité, mais au niveau de notre statut social, statut fiscal, etc. En fait, ça arrange bien le ministère de la Culture, ou en tout cas, si ça ne l'arrange pas, c'est bizarre parce qu'il ne fait strictement rien pour clarifier les choses. Et encore une fois, c'est à tous les niveaux, que ce soit au niveau social, au niveau fiscal, enfin, c'est un bordel sans nom. Et au niveau de la représentativité, moi, j'ai posé la question à Arnaud Roland, qui est conseiller artiste-auteur au ministère de la Culture, en réponse un petit peu au plan de Roselyne Bachelot, qui propose de faire une enquête de représentativité dont on ne sait pas du tout comment ça va se passer, quels seront les critères, etc. Je lui ai dit, mais en fait, pourquoi plutôt que de faire une enquête de représentativité, on ne ferait pas des élections professionnelles? Comme ce qui était préconisé dans le rapport Racine, exactement, ou comme préconisé dans le rapport Racine. D'autres professions, bien sûr. Voilà, la réponse qu'il m'a faite à ce moment-là, c'était de dire, attention, si jamais on fait des élections professionnelles, en fait, vous allez tous devenir des salariés. Et ce genre d'argument-là, c'est un argument qu'on retrouve très souvent. C'est-à-dire, à partir du moment où on réclame une clarté à n'importe quel niveau, c'est attention, vous allez devenir des salariés, attention. Et en fait, ça n'a pas beaucoup de sens. Et c'est vrai que quand on est aux réunions, on a souvent qualifié la Ligue d'association anti-OGC, etc. En fait, ça n'a pas grand sens. Je veux dire, quasi tous les auteurs sont sociétaires ou adhérents d'organismes de gestion collectif. À ceux qui ne le sont pas, je conseille fortement de le faire, parce que c'est une manière de percevoir les droits qui nous sont dus. Maintenant, je reconnais tout à fait la légitimité des organismes de gestion collectif sur les sujets qui les intéressent, en fait, à savoir la perception, la redistribution des droits collectifs, etc., notamment, y compris la représentation, justement, de certains de nos intérêts dans cette perception-là de droits collectifs au niveau européen, par exemple, avec les transpositions des directives européennes là-dessus. Par contre, je suis résolument contre le fait qu'ils aient leur mot à dire sur mon régime de retraite. Je ne suis pas d'accord pour qu'un organisme de gestion collective ait quoi que ce soit à dire sur notre régime social, sur comment est-ce qu'on peut gérer nos difficultés d'accès aux droits sociaux. En fait, c'est juste pas leur rôle. Moi, ce dont on a besoin, je pense, c'est en fait d'une clarification générale en termes de représentativité, en termes de statut, en termes de statut social, de statut fiscal, que les règles soient qui sont souvent en fait assez claires, en fait, que les règles soient simplement respectées. Et
moi, ce que je constate au quotidien, c'est que les règles, en fait, le ministère de la Culture a tendance à s'en arranger très facilement. Encore il y a peu, c'était pas une question de représentativité, c'était une question de comment est-ce qu'on déclare nos impôts, hein, donc de statut fiscal. Le ministère de la Culture nous a dit, oui, alors oui, cette année, comme on va un petit peu bouger les choses peut-être pour l'année prochaine, bon, mais on n'est pas sûr, mais en tout cas cette année, on va s'arranger un petit peu et on va se débrouiller pour que ça se passe bien. Voilà. Bon, moi, je ne veux pas qu'on se débrouille pour que ça se passe bien. Je veux qu'il y ait des règles claires, établies, diffusées, afin que tout le monde puisse logiquement être dans le droit. Je pense que les petits arrangements entre amis, c'est exactement ce qui nous a menés dans une situation actuelle qui est intenable. Voilà, et qui fait qu'on ne contrôle plus notre système de sécurité sociale depuis 7 ans, qui fait qu'on a une masse de problèmes qui ne fait que s'accumuler, parce que tout simplement, à un moment donné, ce n'est pas nous qui pouvons porter nos revendications et nos envies là-dessus, quoi. Pour rebondir sur cette notion de flou et notamment sur la question indépendance salariée, les artistes-auteurs sont des travailleurs non salariés rattachés au régime général. En ce sens, le fait que le législateur nous ait rattachés en 1975 au régime général était une forme pas d'assimilation au salariat, mais en tout cas je dirais, de comparaison au salariat, non pas dans forcément un lien direct de subordination, mais dans cette idée qu'on ne peut pas définir la relation entre un auteur, une autrice et l'exploitant de son œuvre comme décorrélée de toute dépendance économique, parce qu'il y a forcément des rapports de domination, il y a des rapports d'ascendance évidents. Quoi qu'il en soit, c'est étrange que revienne toujours cette opposition au salariat, parce qu'on prend un exemple simple qui sont les travailleurs de plateforme qui ont obtenu les élections professionnelles alors qu'ils sont parfaitement indépendants. Est-ce que Yannick Pagnard, vous pouvez répondre à cette interrogation, obtenir des élections professionnelles pour enfin obtenir une représentativité légitime de syndicats, est-ce que c'est devenir salarié ? Non, ce n'est pas devenir salarié, fort heureusement. Tout simplement, un syndicat représente un collectif de travailleurs, qu'ils soient indépendants ou pas. C'est aussi simple que ça. Et mettre en place des élections de représentativité, c'est l'un des modes possibles, tout simplement. Il n'y a pas que ce mode-là, mais c'est l'un des modes possibles. Et estimer que si on met en place des élections professionnelles pour que des syndicats de travailleurs indépendants puissent négocier des accords collectifs, puissent participer à des organismes collectifs, notamment en matière de retraite ou autres, en matière de formation professionnelle, c'est les assimiler à des salariés, c'est une erreur juridique. C'est une erreur juridique qui est très connue. On peut citer plusieurs exemples. Alors, de manière très récente, vous l'avez dit, il y a l'ordonnance du 21 avril 2021 sur les travailleurs de plateformes numériques. Et là, on a plein de dispositions, certes dans le Code du travail, mais ce ne sont pas des salariés, plein de dispositions qui sont désormais applicables. Mais bien avant, je vais citer un tout petit peu, excusez-moi, un tout petit peu d'histoire du droit, si vous me le permettez. On avait un accord collectif national de 1963 qui concernait les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés, on appelle ça les gérants mandataires. Ils ont signé un accord collectif en 1963. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous dépendance économique des chefs de réseau, vous les connaissez, Casino, etc., etc. Ils sont sous dépendance économique et ils ont eux-mêmes des salariés. Mais on a dit, oui, mais ils ont des conditions de travail à défendre aussi, ils ont des conditions de rémunération à défendre aussi en lien avec leur contrat de distribution. Donc, ils peuvent négocier un accord collectif, ils ont une représentation à eux qui a même été créée par cet accord collectif de 1963. Donc, dire que ce sont nécessairement des salariés, si on reconnaît une élection professionnelle, si on reconnaît un droit à la négociation collective, c'est un mensonge historique. Voilà, on vous ment allègrement en pensant que vous n'êtes pas assez intelligent pour chercher des informations ailleurs. Voilà, alors penser que quelqu'un est bête alors qu'il n'est pas bête, est-ce que ce n'est pas déjà de la bêtise ? Désolé d'être un peu dur, mais je trouve que les arguments qu'on vous sort, ce sont des arguments de pure rhétorique politique qui ont tendance à agacer un professeur de droit. C'est pour ça que les débats politiques, je ne les regarde pas, je préfère lire la presse malheureusement, parce que tout ce que je vois à la télé m'énerve. Et donc j'ai eu l'impression de vivre ça en vous écoutant. Voilà, des mensonges politiques qui, bien sûr, à force de répéter un mensonge, on croit que c'est vrai. Mais même eux pensent que c'est vrai. C'est ça qui est assez incroyable.
Oui, je vais juste reprendre un petit peu juste un peu la parole, puisque vous avez parlé effectivement des gérants de supermarchés. Il y a un rapport qui a été fait en 2008 notamment sur l'idée qu'il n'y a pas seulement que des travailleurs indépendants d'un côté et les salariés de l'autre, mais qu'il existe toute une pan du spectre des travailleurs qui sont les travailleurs économiquement dépendants. Et je crois que là, nous, on est complètement économiquement dépendants de nos éditeurs sur des longues périodes. Voilà. Il y a un petit mot qui a été dit dans ce rapport que je vais vous dire. C'est 2008, hein, on n'est pas dans la Révolution, hein, c'était il y a 13 ans. Autant de travailleurs privés 2 fois de protection. N'étant pas salariés, ils ne peuvent prétendre à la protection juridique qu'offre le Code du travail. N'étant pas réellement indépendants, ils ne bénéficient pas de la protection économique que donne la multiplicité des donneurs d'ordre. La rupture de commande d'un seul étant d'effet limité. Une économie de marché ne peut permettre, au nom de la liberté contractuelle, de telles zones de non-protection pouvant affecter des centaines de milliers de personnes en France et bien plus en Europe. Ben, nous sommes exactement dans ce cas-là, nous sommes des centaines de milliers d'artistes-auteurs à être dans cette zone-là. Et il est grand temps de faire quelque chose. Ce qui est faux, en tout cas, sur ces questions de représentativité qui sont fondamentales, c'est qu'on voit, je dirais, le décalage énorme qui existe entre ce qui est porté au nom, je dirais, des auteurs et autrices dans institutionnellement et à un haut niveau de l'État, et la réalité aussi de leur quotidien, de leur pratique, etc. Le rapport raciste, Racine atteste finalement il parle d'angle mort des politiques publiques, mais au-delà, on sent que c'est vraiment ça donne le sentiment, et c'est pas qu'un sentiment, c'est attesté d'une zone de non-droit complète, mais presque de déni, en fait, d'existence d'une population. Et ça, c'est vraiment incroyable de se dire que malgré maintenant cette preuve, l'État commande un rapport d'État qui lui-même après est enterré, c'est-à-dire commande un rapport pour faire quelque chose, il sort, le diagnostic et les solutions, mais non, on rétropédale, c'est que derrière, il y a des intérêts qui sont en jeu, qui sont très puissants, qui empêchent en fait une profession d'accéder à des droits élémentaires. Et ça, on a parlé de recours juridiques. Qu'est-ce qu'on peut imaginer au-delà même? Est-ce qu'il y a un moment donné, il y a, je dirais, une intervention possible, juridique d'autres instances, même que la France, j'en sais rien, qui pourrait remettre les choses dans le bon droit? Niveau européen, je ne sais pas. Alors, la question est destinée à qui? À tous. D'accord. Parce que j'ai l'impression que c'est une question très juridique. Hein. Elle est juridique, donc voilà. Denis-vous. Professeur, bien sûr. Alors, oui, bien sûr qu'il y a des recours juridiques. Et j'ai même envie de vous dire, là, c'est le professeur de droit qui a peut-être cette déformation professionnelle, hein, son prisme déformant. Il n'y a parfois que le recours juridique face à votre situation. Il y a une disposition légale qui est pour moi tout à fait contraire, qui est dans le Code de la propriété intellectuelle, qui est tout à fait contraire aux normes internationales. Il faudrait directement contester cette disposition légale. On peut même se poser la question de savoir si ce n'est pas contraire à la Constitution. Donc, une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité, pourquoi pas? La première étape qui serait intéressante, c'est à la fois juridique et politique, c'est de saisir le BIT. Voilà, il y a des syndicats, ils vont saisir le BIT, ils peuvent passer par des grandes centrales syndicales notamment, saisir le BIT pour avoir cette sanction symbolique, c'est-à-dire une délibération du Bureau international du travail déclarant que ce n'est pas conforme à la Convention OIT numéro 87. Ça serait la première étape, ça serait extrêmement intéressant. Ensuite, il y aurait une autre étape, c'est contester directement la constitutionnalité ou la conventionnalité des dispositions légales, voire des dispositions réglementaires par le biais d'un syndicat. Au niveau des juridictions administratives, pour aller après saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui condamnera directement, bien sûr, qui condamnera directement l'État français. Tant qu'on n'a pas cette condamnation, vraiment à la fois symbolique au niveau international, à la fois vraiment pécuniaire et juridique au niveau national, je ne suis pas sûr que cela change les mentalités. Ouais. C'est mon opinion. J'ai une question pour vous, professeur. Actuellement, alors je ne sais pas, parce que pour le coup, j'ai un peu moins suivi ces derniers temps, mais il était question qu'il y ait une ordonnance qui soit prise. Donc, c'est-à-dire le Parlement a donné
pouvoir au gouvernement de légiférer par voie d'ordonnance. Et notamment, il était question de prévoir l'obligation entre auteurs et producteurs de se mettre d'accord pour une éventuelle rémunération complémentaire après amortissement dans un délai de 1 an. Et ils ont alors, soit l'ordonnance vient de paraître, ou soit elle est en cours de parution. Et il était question qu'ils ont repris exactement les textes actuels qui existent dans le Code de la propriété intellectuelle, à savoir, cet accord doit être conclu entre des organisations d'auteurs ou organismes de gestion collectif et des organisations représentatives de producteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on reprend exactement le même texte qui existe actuel, c'est-à-dire pour les organisations de producteurs, on exige un critère de représentativité. Pour les organisations d'auteurs, on n'exige aucun critère de représentativité. Et à partir du moment où un organisme de gestion collective aurait signé l'accord, on peut même s'affranchir purement et simplement de l'accord de l'organisation d'auteurs. Et on se contrefout de savoir si elle est représentative ou pas. Ma question est la suivante, c'est si le texte de l'ordonnance, si l'ordonnance n'a pas encore été publiée par voie de décret, est-ce qu'il y a un moyen de saisir le Conseil constitutionnel? Donc là, j'appelle s'il y a des parlementaires qui nous entendent, des députés, des sénateurs qui nous écoutent. Si c'est une ordonnance, c'est le Conseil d'État. Si c'est une ordonnance, c'est le Conseil d'État directement. Et dans le cas du Conseil d'État, on peut remonter, considérant que c'est contraire à la Constitution ou contraire aux conventions internationales. Mais là, oui, c'est tout à fait possible. On saisit directement le Conseil d'État. Pourquoi? Sur différents fondements. Le premier fondement, c'est que, pour moi, les organismes de gestion collective ne peuvent pas exercer une prérogative syndicale. C'est contre nature. Leur nature juridique, mais vraiment leur nature juridique, est contraire tout simplement à la liberté syndicale. Un syndicat, c'est une définition qui est constitutionnelle, c'est une définition qui est internationale. Et ils ne peuvent pas utiliser des prérogatives syndicales s'ils n'ont pas la nature de syndicat. Donc ça, c'est un premier point. Second point, c'est tout simplement considérer que le législateur national ne remplit pas son obligation positive, ils ont une obligation positive, justement, d'organiser la représentativité syndicale et la négociation collective conformément au droit international et européen. Et donc là, si l'ordonnance est adoptée, et peut-être qu'elle l'est, là, il ne faut pas perdre de temps et saisir directement le Conseil d'État. Okay. Merci pour ces conseils juridiques, c'est en effet intéressant. C'est vrai qu'on se rend compte qu'on est dans une forme d'impasse aujourd'hui, et après ce sera aux organisations professionnelles de décider de leur mode d'action vis-à-vis de cette impasse, mais c'est une impasse, puisque finalement, aujourd'hui, la réponse politique, c'est de dire non, mais il n'y aura pas de clarification de la représentativité, mais on va continuer de négocier. C'est-à-dire c'est vraiment comme si rien ne s'était passé, on reprend exactement au même endroit, alors qu'on a des rapports qui attestent du fait qu'on est dans une situation catastrophique du fait d'un manque de représentativité. On a vraiment la sensation d'une espèce d'ouroboros, que ça ne peut pas s'arrêter. Ça va peut-être demander en effet un changement de paradigme dans les modes opératoires. Mais pour agir, encore faut-il avoir des moyens. Et c'est là qu'on revient sur les syndicats et sur le financement des syndicats. Alors, comment en France, de manière générale, sont financés les syndicats? Comment ont-ils les moyens, professeur Pagnard? Oh là là, le financement du syndicalisme en France. Quelle belle question, surtout en France. Alors, le financement du syndicalisme, il y a un principe d'indépendance financière. Ce principe d'indépendance financière veut que la majorité, la quasi-totalité, voire la totalité, ça c'est l'idéal, proviennent des cotisations des membres. Ça doit provenir des cotisations des membres. Mais quand les membres n'ont pas d'argent, puisqu'ils sont justement précaires. Alors, attention, il faut quand même que le fonctionnement puisse être assuré à minima par le biais des cotisations. Donc ça, c'est extrêmement important. Ensuite, je sors des syndicats juste de travailleurs indépendants ou sinon d'employeurs. Il peut y avoir un financement par des autorités publiques sous réserve que ça soit minoritaire. Sinon, ça serait contraire au principe d'indépendance. En droit français, on a prévu un système par, si vous voulez, une instance un peu nationale où les employeurs paient une petite cotisation et cette petite cotisation est reversée aux syndicats les plus représentatifs, ceux qui font beaucoup d'actions. Et il existe également des mécanismes admissibles par la pratique professionnelle, admissibles de financement patronal des syndicats. Ça peut vous paraître un petit peu bizarre, des syndicats de salariés, où en fait ils donnent une petite somme sous réserve que ça ne porte pas atteinte à l'indépendance financière. Pourquoi? Parce que vous ne mordez pas la main qui vous nourrit. Bien sûr. L'indépendance. Donc, en principe, majoritairement,
ce sont des cotisations des adhérents. Ensuite, minoritairement, ce sont des subventions publiques ou des subventions patronales ou des subventions qui viennent de la partie adverse. Mais ça, c'est très syndicat de salariés. Pour les travailleurs indépendants ou pour les organisations professionnelles qui représentent les entreprises dans les différents secteurs d'activité, ce sont des cotisations qui viennent des adhérents majoritairement. Très bien. En tout cas, l'indépendance, c'est un critère important, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, dans le paysage, c'est vrai que c'est difficile d'attester de l'indépendance de la très grande majorité des organisations professionnelles quand on s'intéresse de près au financement, et notamment la crainte en fait, de ne plus être financé. Peut-être que Denis, tu peux là-dessus nous apporter un certain éclairage. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans une organisation professionnelle et qu'on dépend majoritairement d'une subvention? On n'a pas de dépendance, on n'a pas d'indépendance. Oui. J'ai vraiment vécu ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est-à-dire des convocations, des réunions où, sous un terme très menaçant, on vous explique que ça serait bien que vos revendications prennent la même priorité que celle de celui qui vous subventionne. C'est aussi simple que ça. Et après, ce que j'ai constaté, c'est moins 45 000 euros de budget de fonctionnement au fur et à mesure des 4 années que j'ai passées à la Guilde et où je tenais choc et je tenais tête en exprimant la priorité qui, je pensais être celle des scénaristes et pas des autres. Et j'ai constaté un budget de fonctionnement qui baissait de moins 45 000 euros avec tout un tas de très bons arguments pour expliquer que c'était parce qu'il y avait plus d'organisations qui venaient et que donc c'était pour ça qu'on baissait la subvention. Donc évidemment, tout ça est très policé et n'apparaît pas du tout de manière claire, en fait, si vous voulez. Mais le constat, il est quand même celui-là. C'est des réunions et une diminution de subventions. Voilà. Eh bien, ce qui est sûr et certain, c'est que la question du financement des organisations professionnelles était au cœur du rapport Racine, notamment comment donner des moyens à une population précarisée qui, justement, a autant au-delà de l'auto-organisation, a autant de difficultés. Oui, tu voulais... Non, je voudrais... Ça, c'est quand même un point qui est important. Ça serait pour vous montrer un petit peu... La SACD, c'est un organisme de gestion collective, donc il y a une masse salariale de 20 millions d'euros. Donc il y a 20 millions d'euros de masse salariale, charges incluses, qui sont consacrées à la perception et la répartition des droits d'exploitation, à la gestion des actions culturelles qui sont menées. Et vous avez la Guilde qui dispose d'une masse salariale, charges incluses, aux alentours de 220 000 euros à l'époque. Donc vous avez ce ratio de masse salariale consacrée à la défense d'intérêts. Je veux juste montrer pour les gens qui nous regardent la traduction que j'en fais très concrètement. Vous avez ici l'ensemble des textes juridiques français, nationaux et européens qui concernent l'exploitation d'une œuvre. Alors, voilà, vous avez l'ensemble des textes. Donc, il y en a beaucoup. Je ne vais pas vous le dire, mais je vous montre juste le volume. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des directives, des accords, des textes de loi, des décrets qui concernent l'œuvre une fois qu'elle est exploitée. Et ça, c'est financé avec un lobbying de 20 millions d'euros annuels de masse salariale. Vous avez le seul et unique accord qui fait 4 pages, vous voyez là, qui concerne les conditions d'écriture avant l'exploitation de l'œuvre. Ça, vous l'avez avec 220 000 euros de masse salariale. Donc pour moi, c'est une des évidences absolues de la situation actuelle. C'est-à-dire que la disproportion de masse salariale qui existe entre les syndicats et les organismes de gestion collective conduit à une disproportion de la défense des intérêts des artistes-auteurs. Et on se retrouve dans un paradoxe absolu qui est qu'on considère l'artiste-auteur comme une partie faible au niveau européen au moment où l'œuvre est exploitée, mais on le considère comme un travailleur indépendant devant être soumis aux plus féroces droits de la concurrence tout le long de la phase de création, comme si c'était à ce moment-là qu'il était le plus fort et qu'il devenait faible. Donc on voit bien l'absurdité de cette situation-là.
Et ce n'est pas avec des arguments logiques et rationnels comme ceux que je suis en train de vous montrer qu'on arrive à faire bouger les choses. Ça, c'est certain. Donc, ça sera rien. On a essayé, j'ai essayé, mais effectivement, la voie judiciaire me semble aujourd'hui peut-être la voie la plus indiquée pour arriver, puisque les arguments logiques et rationnels qui expliquent ça de manière, pour moi, incontestable, ne servent à rien. Il y a peut-être un moyen de subvention, en fait, tout d'un coup. C'est quand on fait une action en justice comme ça, on peut engager la responsabilité de l'État. Qui dit responsabilité de l'État dit dommages et intérêts. Quantifions le préjudice subi, vous aurez de l'argent. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de supprimer la compétence des organismes de gestion collective en matière de négociation, de représentation collective, etc. Quand vous supprimez cette compétence-là, qui devient compétent? Les syndicats. Donc nécessairement, il y aura des adhésions qui seront plus importantes. Nécessairement, il y aura des fonds qui seront donnés. Et si jamais vous dites, mais moi, pour favoriser le dialogue social, j'ai besoin d'argent, prévoyez un financement public, tout d'un coup, tout se débloque en fait avec cet argument-là. Mais si vous voulez des fonds, il faudrait peut-être engager la responsabilité de l'État. Ça pourrait être une solution. Oui. Là, c'est le juriste qui parle, bien sûr. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, vraiment, toute personne qui vit dans sa chair la situation d'exercer cette profession, ce métier, je rappelle des métiers qui sont variés, mais pour lesquels on forme aujourd'hui en France. Je veux dire, les écoles d'art, qu'est-ce qu'elles font? C'est des écoles. À un moment donné, c'est bien qu'on va conduire à un métier. La FEMIS, c'est une école de scénario, c'est bien qu'on conduise à un métier. Donc, c'est bien que des gens travaillent, en toute logique. Et pourtant, malgré ça, on est encore dans le déni le plus total, même du mot travail, du mot conditions de création. Et on voit que cette invisibilisation, elle est quasi organisée. C'est-à-dire que quand on veut aller sur le champ des revendications, on remarquera qu'on va tout le temps nous parler de partage de la valeur et très rarement de conditions d'exercice de nos métiers. Or, c'est de ça dont il est question. Parce que, et encore, j'ai envie de dire, souvent, on est très mal lotis pour le secteur du livre dans les deux aspects, que ce soit phase amont ou phase aval. Mais sur, je dirais, cet aspect maintenant de représentativité et cette capacité on a de plus en plus de manifestations. Alors, pour les auteurs-autrices et BD, on l'a beaucoup vu avec Angoulême, mais on sait très bien que c'est bien au-delà de ça. Il y a Parole de scénariste qui a émergé du côté des scénaristes audiovisuels. On sent un mouvement de ras-le-bol généralisé pour lequel la réponse de l'État n'est jamais la réponse adaptée, parce qu'on nous ramène toujours à dire on va trouver des solutions, mais on ne va jamais sur le champ finalement du dialogue social sur les conditions d'exercice de nos métiers. Donc, on tourne en rond encore une fois. Frédéric, toi, dans cette idée de négociation collective, est-ce que tu crois qu'on peut aboutir à quelque chose si on n'a pas déjà à la base, je dirais, défini qui sont les interlocuteurs et ce qu'ils défendent, tout simplement? Non, je veux dire, la réponse, ça va être assez rapide. Non, je ne vois pas comment, en fait, on peut avancer de toute façon dans la situation actuelle. On voit bien aujourd'hui, en fait, la représentativité, elle s'exerce dans tout un tas de champs différents, que ça va être la gestion de notre organisme de sécurité sociale, les négociations collectives, etc., la formation aussi. Par exemple, on est dans un système où le ministère va choisir, suivant le sujet, qui est représentatif et qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir une organisation qui est jugée représentative par le ministère, que le ministère va mettre en gestion, par exemple, au conseil d'administration de notre organisme de sécurité sociale, et cette même organisation ne sera pas représentative pour faire des accords avec, par exemple, le syndicat national de l'édition. Oui. On voit bien que tout ça n'a en fait strictement aucun sens. En fait. Par exemple, il y a un cycle de négociation qui va débuter avec notamment le syndicat national de l'édition sur le contrat d'édition. On va la mise à jour des accords 2014-2017. La Ligue a été invitée à participer aux côtés du Conseil permanent des écrivains et de la charte à cette négociation. En fait, la Ligue, elle y est invitée par le fait du prince. C'est-à-dire qu'en gros, on a fait beaucoup de bordel. Donc, le ministère, ils disent on va quand même les mettre parce que si on ne les met pas là à la discussion, ils vont encore nous faire 250 tribunes, nous mettre le feu dans tous les festivals. Donc, bon.
Mais en fait, je m'en fous en fait de ce système-là. C'est-à-dire que moi, je veux pas y être par le fait du prince. À la limite, je préférais qu'il y ait des élections et que nous ne soyons pas considérés représentatifs, au moins parce qu'il y a et qu'on des n'y règles soit pas. claires, quoi. Je veux dire, Ouais. parce que là, en fait, des organisations qui vont être, enfin, des auteurs et donc des organisations syndicales qui représentent des auteurs qui vont être impactés par cette discussion-là, il y en a énormément. Parce que il y a également des photographes, par exemple. Les photographes font des livres. Et à peu près tous les artistes-auteurs, en fait, sont susceptibles à un moment donné de faire un livre. La charte qui est là depuis 45 ans. Enfin, voilà. Et donc là, on y est, et on y est invité en vous disant quand même, on a fait un effort, on a vraiment poussé pour que vous soyez à la table de discussion, et le SNE n'était pas d'accord. Mais à quel moment est-ce que le syndicat national de l'édition a son mot à dire sur qui représente les artistes-auteurs, en fait? On se souvient tous du SNE Gate, de la fuite Bien sûr, de cette et vidéo de de sa l'AG, volonté, du syndicat sa national de volonté. l'édition qui disait très clairement vouloir influencer les élections professionnelles pour que ce soit des syndicats, des organisations, je cite, moins syndiquées qui... moins revendicatif. Voilà, moins revendicatif. Et puis voilà, aujourd'hui, on a quand même je le répète, notre organisme de sécurité sociale, ça fait 7 ans qu'il est géré par un administrateur, ou une administratrice en l'occurrence, nommé par le ministère de la Culture. Ça fait 7 ans. C'est quand même complètement hallucinant comme situation. Et à aucun moment, enfin de toute évidence, ça fait 7 ans que c'était pas trop une priorité. On s'arrange, on va trouver un système. Vous inquiétez pas, c'est toujours le même truc. Et pour nous, c'est complètement inadmissible comme situation. Je me permets d'intervenir, Samantha, juste parce que c'est important peut-être pour ceux qui nous écoutent de comprendre spécifiquement les 3 sujets sur lesquels aujourd'hui il y a un bazar sans nom au niveau de la représentativité, on va dire, sociale. Il y a la question de l'affiliation au régime des artistes-auteurs, qui était anciennement faite par la GSA-MDA, et Frédéric vient d'expliquer que donc, depuis 2014, il n'y avait plus qu'un administrateur provisoire. Mais il y a aussi la question de la retraite complémentaire des auteurs, qui est une situation qui est quand même assez invraisemblable, puisqu'il y a 3 régimes de retraite complémentaires. Un qui est commun à tous les artistes-auteurs, un qui est propre aux auteurs de l'audiovisuel et aux auteurs dramatiques, et un autre qui est propre aux auteurs de la musique. Et c'est piloté par une caisse qui s'appelle l'IRSEC. Et en fait, pour comprendre et pour que les gens comprennent comment est-ce que c'est piloté au niveau de la représentativité, c'est cette caisse qui elle-même a produit ses propres statuts. Elle a mis dedans un mode de désignation des artistes-auteurs qui sont désignés par des organismes de gestion collectif, mais qui ne siègent pas au nom de l'organisme de gestion collectif, mais siègent en leur nom propre, c'est-à-dire qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, en fait, fondamentalement. Ils ne représentent pas l'organisme de gestion collectif et ils ne représentent qu'eux-mêmes, en fait, et qui, en fait, ces statuts-là, n'ont fait que l'objet, ils ont été entérinés par arrêté ministériel. Donc encore une fois, on se retrouve sur des sujets qui passent complètement sous les radars du législateur, de la Constitution et de tous ces trucs-là. C'est-à-dire on est dans une tambouille interne entre organismes de gestion collective et aux fonctionnaires ministériels. Et la conséquence très concrète, c'est pour les auteurs du livre qui nous voient, c'est là où vous allez comprendre. C'est vous vous êtes vu ponctionner depuis une dizaine d'années plus 8% de points de retraite complémentaire déduits de vos revenus, sans que jamais une assemblée générale d'organismes de gestion collectif ou de syndicats n'ait eu à se prononcer et à statuer sur le montant qui était proposé pour ce précompte-là. Et on sait chez les auteurs de BD à quel point ça a été un sujet catastrophe douloureux et que ça l'est encore. C'est un mois de salaire en moins annuel d'un coup du jour au lendemain. Exactement. Et il n'y a jamais eu aucun processus collectif entérinant cette décision-là.
Et donc, ça s'est imposé à tous les auteurs en France, dont les auteurs de BD, en les mettant dans une situation invraisemblable. Et je me permets aussi un autre aparté qui me paraît hyper important que les gens comprennent, qui nous voient, qui nous comprennent, c'est que aujourd'hui, pour être membre du conseil d'administration d'un organisme de gestion collective comme la SACEM ou la SACD ou tout autre organisme de gestion collective, on est sur des suffrages censitaires. C'est-à-dire que pour pouvoir siéger au conseil, vous devez avoir un certain montant de revenus de droits d'auteur cumulés avec des grades de sociétaires adjoints, souvent des grades intermédiaires qui vous font aller. La conséquence très concrète du suffrage censitaire, c'est que tous les auteurs émergents ou les auteurs qui sont les plus fragiles financièrement et qui ne disposent pas forcément des critères n'ont pas leur voix qui est représentée au conseil d'administration de ces organisations. Et j'estime, à titre purement personnel, que cette situation invraisemblable de l'inflation des points retraite qui a été imposée à tous les artistes-auteurs est le fruit de cette déconnexion complète entre la base des artistes-auteurs les plus fragiles dans leur situation économique et le fait que ceux qui ont été désignés à un moment sont des auteurs qui au niveau de leurs revenus, étaient dans une situation qui n'était pas du tout celle des organismes fragiles. Donc voilà. Et après, dernier point, en matière de formation, alors là, c'est le fait discrétionnaire du prince, c'est-à-dire que là, c'est vraiment le ministère de la Culture qui discrétionnairement choisit les organisations qui vont siéger à l'AFDAS. Et donc, je vous donne un exemple, mais vous avez par exemple l'AGRAF, qui est une association qui siège à l'AFDAS, mais qui ne siège pas ou qui n'a pas vocation à siéger, par exemple, dans l'organisme AGESA aujourd'hui, ou qui n'y siégeait pas à l'époque. Donc voilà, donc on se retrouve avec des situations complètement absurdes, c'est-à-dire qu'on a des organisations qui, tantôt, on lui dit, oui, pour la formation, on va te mettre dedans, mais alors pour la GSA, on ne va pas mettre, et puis à la retraite, ça ne va surtout pas. Et puis pour les négociations professionnelles sur les contrats d'audiovisuel ou le contrat, tu n'as pas ta voix au chapitre et ce n'est pas toi qui négocie. Voilà à peu près la situation actuelle. Oui, et qui est totalement incohérente, ça c'est une certitude. Oui. On peut juste dire un mot également du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, le CSPLA. Donc c'est assez large, le CSPLA, il y a des représentants des auteurs, des représentants d'éditeurs, des représentants de la Bibliothèque nationale de France, etc. Il y a pas mal de monde. Au total, il y a 10 représentants des auteurs au CSPLA. Qui y a-t-il comme représentants des auteurs? La SACEM, la SACD, la SCAM. En fait, il n'y a que 3 représentants d'associations d'auteurs sur les 10 dans ce qui est noté représentant des auteurs au CSPLA. C'est la même chose pour les représentants des auteurs de logiciels, ils sont nourris au même titre que nous. Je crois que c'est à peu près pareil également pour les artistes-interprètes. Tout le système fonctionne comme ça. Et alors que je vous informe que si je vais regarder qui représente les éditeurs, en fait, c'est le syndicat national de l'édition. Étonnamment, là c'est pas des auteurs qui vont les représenter, c'est pas un organisme de gestion collective. Non. Là, c'est des éditeurs qui vont représenter les éditeurs. Et c'est quelque chose qui est important, le CSPLA. C'est assez central dans notre écosystème. Tout à fait. Je propose de passer à Ma vie, mes œuvres pour écouter les témoignages des artistes, auteurs et autrices qui vont vous parler depuis leur quotidien de ce que c'est que la représentativité et des incidences que ça a sur leur vie. Émilie, générique, merci. Bonjour, je m'appelle Betty Piccioli, je suis autrice notamment dans les littératures jeunesse et de l'imaginaire et je suis aussi administratrice de la Ligue des auteurs professionnels. Je suis Frédéric Maupomé, je suis écrivain, scénariste de bande dessinée et j'écris aussi un petit peu pour le théâtre et pour l'animation. Bonjour, Philippe Touzé, écrivain de théâtre et scénariste de fiction radio. Donc parlons un peu de la représentativité ou plutôt de la non-représentativité des syndicats des artistes-auteurs. Il faut savoir qu'en France, la représentativité, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi, qui est inscrit dans le Code du travail, et que, officiellement, toutes les branches professionnelles sont censées avoir des élections professionnelles et une représentativité, notamment syndicale.
On est l'une des seules branches professionnelles à ne pas avoir ça, ce qui est quand même scandaleux. Surtout quand on est des indépendants en fait. On représente une profession d'indépendants qui ont besoin de se structurer, qui ont besoin de pouvoir négocier leur statut, etc. En fait, il y a un certain nombre d'organisations, d'associations ou de sociétés, comme le CPE, des organismes de gestion collective, qui prétendent représenter les auteurs et donc me représenter. Il y a le ministère qui a décidé que ces organismes et sociétés-là étaient des représentants des auteurs, mais il n'y a aucune base solide sur lesquelles ils peuvent se baser pour ça. Ce ne sont pas des représentants légitimes, puisqu'ils n'ont pas été portés par des élections. Et en fait, ils représentent leurs adhérents au mieux et encore pas forcément. Alors, individuellement, je me sens représentée dans le sens où il y a de nombreux syndicats et associations qui font un travail vraiment exceptionnel. Moi-même, je suis administratrice à la Ligue, donc je m'en rends bien compte. Je suis adhérente à la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse aussi, qui fait un super boulot, et il y a plein d'autres associations et syndicats. Mais je trouve que collectivement, on n'est aujourd'hui pas vraiment représenté, dans le sens où on sait très bien que lorsqu'il y a des débats, des négociations, des concertations, à chaque fois, ces organisations-là doivent sortir les rames, tout simplement, pour être ne serait-ce que conviées à la table des réunions. Par contre, est-ce que je me sens représenté en termes de tout ce qui a trait au dialogue social? Là, non. Non seulement je me sens pas représenté, mais je suis objectivement pas représenté, puisqu'il n'y a pas d'élection professionnelle, et donc il n'y a pas de personnes légitimes pour me représenter. J'irais même un peu plus loin. Je trouve que en fait on me vole ma représentativité. C'est ce que je ressens à chaque fois que le ministère dit on a reçu les représentants des auteurs, quand le CNL dit nous avons fait un plan avec les représentants des auteurs. Non en fait. C'est quand même incroyable. Peut-on imaginer des négociations, par exemple de boulanger, où autour de la table il n'y aurait que des céréaliers? Peut-on imaginer une réunion de conseil d'administration des garagistes où il n'y aurait que des représentants des marques automobiles? Bon, voilà, c'est aussi simple que ça. Selon le bon vouloir des pouvoirs publics, nous sommes présents ou pas, les syndicats et les associations sont présentes ou pas. Et c'est un peu le ministère et les pouvoirs publics qui décident avec qui ils ont envie de concerter, avec qui ils ont envie de négocier. Et ça, pour moi, c'est un vrai problème démocratique qui se pose à notre profession. On pourrait avoir l'impression que la question de la représentativité a pas un énorme impact dans notre vie de tous les jours, et c'est vrai que c'est pas ça qui va me permettre de terminer un scénario, de finir une pièce de théâtre. C'est pas ça non plus qui va m'aider à signer un contrat. Par contre, en fait, cette question de la représentativité, elle s'invite dans mon quotidien tout le temps. Dans le quotidien de tous les artistes auteurs d'ailleurs. Tout le temps, parce que même si on ne s'en rend pas forcément compte, chaque fois qu'on a besoin d'un arrêt maladie, c'est ce qui m'arrive, comme tout le monde, chaque fois que j'en ai besoin, je sais que je pars dans des semaines de galère pour simplement obtenir ce qui m'est dû et ce pourquoi je cotise en fait. Et cette question-là, elle est impactée par qui me représente, quel est l'agenda qui est à l'ordre du jour, on va dire, dans les négociations. Pour moi, l'absence aujourd'hui de représentativité, elle a des conséquences quotidiennes dans notre métier, et notamment, elle explique énormément des problématiques qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à structurer un statut, qu'on est souvent face à des pouvoirs publics qui ne nous écoutent pas, ou qui nous écoutent mais ne mettent pas en place ce qu'on demande. Et on a aussi un lobbying assez fort en face de nous du côté des syndicats d'éditeurs, auxquels on ne peut pas vraiment répondre, parce que nous, on n'est pas aussi structurés, on n'a pas autant d'argent, on n'est pas... on est des petites associations de militants, de bénévoles, et c'est très dur en fait d'avancer sans perdre trop de temps et d'énergie là-dedans.
même les contrats que je signe dans les contrats d'édition, les clauses qui sont à l'intérieur, tout ça, ça dépend de qu'est-ce qui a été négocié avec le SNE et qui a négocié avec le SNE. D'ailleurs, le SNE ne s'y trompe pas puisque il a déjà décidé d'essayer d'influencer les élections des auteurs pour mettre en avant les interlocuteurs qui l'arrangent. Avant toute chose, de la part du gouvernement, de la part de certains organismes de gestion collective, de la part de certains syndicats d'édition, j'y vois avant tout une profonde marque de mépris. Même au-delà de tout ça, c'est important aussi pour l'avenir. Aujourd'hui, quand on a un certain nombre d'associations professionnelles qui décident de mettre en avant un sujet, par exemple, Roselyne Bachelot ou le ministère en général a beau jeu de dire oui, mais les auteurs ils sont pas tous d'accord. Mais en fait, c'est assez normal que les auteurs ils soient pas tous d'accord nulle part. Les gens sont tous d'accord. Que les gens soient pas tous les mêmes et pas tous d'accord, c'est plutôt sain. Le problème, c'est comme on n'a pas d'élection professionnelle, on se sert de ça pour simplement écarter d'un revers de main ce qui ne plaît pas, par exemple, au ministère. Les élections professionnelles permettraient de structurer les choses, de légitimer la représentation, parce que comme je le disais au début, souvent on arrive à la table des négociations au forceps, et en n'étant pas vu comme légitime par les autres personnes qui sont présentes dans les négociations ou dans les concertations. Il y a une notion qui me paraît importante, fondamentale même, dans tout système de représentativité, c'est la notion du mandat. Les organismes de gestion collective, par exemple, n'ont pas du tout mandat à nous représenter dans le cadre des discussions par rapport à notre statut. En fait, c'est même un scandale qui s'y exprime. Ils n'ont rien à y foutre. C'est aux auteurs, c'est aux gens qui travaillent de décider qui ils ont envie de voir à la table des négociations, qui va les représenter. Et c'est pour ça que, pour moi, les élections professionnelles sont vraiment hyper importantes et doivent enfin avoir lieu dans notre branche professionnelle. La question n'est pas de forcément diaboliser telle ou telle organisation. La question, c'est surtout de dire qui parle, sur quel sujet, est-ce qu'ils ont mandat pour le faire, ou pas, tout simplement. C'était Ma vie, mes œuvres. Merci beaucoup à tous, les auteurs-autrices qui ont témoigné sur ce sujet de la représentativité. Et nous sommes de retour pour les questions que vous posez. N'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est le moment où on va les prendre toutes. Émilie, peux-tu me préparer un petit générique, notre générique préféré, celui du courrier des artistes-auteurs? Alors, question. Si on saisit le Conseil d'État, ça veut dire combien de temps avant une réponse? Est-ce que ça se mesure en mois ou en années? Alors, le délai moyen pour que le Conseil d'État réponde, c'est un délai moyen d'1 an. Mais est-ce qu'il faut attendre 1 an? Alors, il faut déjà saisir le Conseil d'État dans un délai de 2 mois quand une ordonnance a été adoptée par le gouvernement. Donc, il faut faire vite. Et ensuite, on a un moyen d'accélérer la procédure, ce qu'on appelle les procédures d'urgence. Il y a le référé suspension, le référé liberté. Et là, on pourrait considérer que c'est une atteinte à la liberté syndicale, atteinte au droit à la négociation collective, à la représentation collective. Et dans ces cas-là, le Conseil d'État doit statuer en urgence au maximum dans un délai de 2 mois. Donc, j'essaie de vous rassurer, ça peut se compter en mois, voire en jours ou en semaines. Voilà. C'est une information intéressante. On a une deuxième question. Comment un syndicat devient-il représentatif? Très bien. Alors, on va faire un peu de théorie syndicale. Il y a 2 mécanismes qui existent dans le monde et qui a existé aussi dans l'histoire française. Il y a un mécanisme dit libéral et un mécanisme dit légal. Le mécanisme libéral, c'est la reconnaissance mutuelle. En somme, il y a des employeurs ou des organismes représentant les employeurs qui reconnaissent que des syndicats de salariés, par exemple, je parle d'un point de vue historique, que des syndicats de salariés sont assez influents.
Alors, c'est ce qui existe en Allemagne, par exemple, où l'influence d'un syndicat, c'est sa capacité d'action, c'est sa capacité à faire mal, c'est sa capacité à faire des grèves, à tel point qu'il s'impose dans les négociations. Ça, c'est un mécanisme libéral qui a existé dans les pays, on va dire, qui sont honnêtes, c'est-à-dire les organisations d'employeurs ou ceux qui dirigent un petit peu un chef de réseau, etc., va se dire, oui, j'ai une autre partie en face de moi, je reconnais son existence collective et je négocie avec elle. Voilà. Et puis, dans les pays qui sont parfois, ou peut-être parfois, hein, les parties prenantes sont un peu moins honnêtes et vont avoir du mal à reconnaître légalement l'existence d'un syndicat, on va mettre des critères légaux. Voilà, c'est une représentativité légale. Et la loi prévoit des critères. Alors, c'est très français, mais ça existe aussi dans d'autres pays, vous l'imaginez bien, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, etc. Et on a deux types de critères. On a des critères qui renvoient à de l'éthique syndicale. Un syndicat, c'est pas n'importe quoi. Un syndicat, en France notamment, ça doit respecter les valeurs républicaines. Ça doit pas prôner des discriminations, par exemple. Un syndicat, ça doit respecter le principe d'indépendance. Je ne peux pas représenter les deux parties en même temps. Je ne peux pas représenter et les travailleurs indépendants, économiquement indépendants, et les maisons d'édition, etc. Ça, non. Il faut qu'on respecte le principe d'indépendance. Dans une négociation, il faut deux voix discordantes pour s'accorder. Et enfin, il faut respecter, ça c'est très français aussi, un principe de transparence financière. Tous les pays ne le prévoient pas, mais en France, malheureusement, les comptes ne sont pas toujours bien gérés et on veut savoir d'où vient l'argent et où va l'argent. Donc, il y a de la transparence financière. Puis, il y a des critères, au-delà de l'éthique syndicale, de présence syndicale. On veut être sûr que le syndicat d'employeurs, de salariés, de travailleurs indépendants est présent sur le terrain. Alors, on a un critère qualitatif, c'est l'influence du syndicat. Est-ce que le syndicat organise des publications, organise des colloques, fait de la propagande syndicale, distribue des tracts? Est-ce que le syndicat fait des actions en justice, essaye de participer à des négociations? Et enfin, on a des critères dans cette présence syndicale qui sont quantitatifs, une ancienneté minimale, des effectifs et des cotisations qui sont suffisants. Ça permet de voir si on représente, si on a des adhérents un peu partout, si on a des adhérents qui cotisent également pour faire fonctionner l'institution. Et enfin, il y a un critère d'audience. Alors, ce critère d'audience varie. Ce critère d'audience peut être en lien avec des élections, notamment. Et c'est la raison pour laquelle, j'imagine que vous plaidez pour la mise en place d'une élection nationale. Disons que les élections professionnelles, qui sont un mécanisme qu'on connaît par ailleurs dans d'autres professions, d'ailleurs qu'elles soient indépendantes ou salariées, c'est la mesure de l'audience et puis ce serait le retour vraiment de la démocratie sociale parce que le fait d'être privé du pilotage de notre organisme de protection sociale depuis 7 ans, de voir le désastre que ça a pu générer dans le temps, notamment là, toute cette transition qui se passe extrêmement mal. C'est fou de se dire qu'on est privé du pilotage de notre protection sociale. C'est complètement incroyable. Et il y a vraiment un sentiment d'usurpation, en fait, d'usurpation de nos revendications, de notre représentation professionnelle. Et les élections professionnelles, déjà, c'est tout à fait, comme vous l'avez dit, un mode opératoire qu'on connaît, qui est pertinent et efficace, mais ce serait en plus un minimum de réparation symbolique, on pourrait dire, par rapport à ce déni de démocratie qu'on vit depuis un certain temps. Une autre question. Quels recours légaux pour les artistes-auteurs vis-à-vis du Bureau international du travail? Alors, tout syndicat légalement constitué, dès lors qu'il démontre une certaine représentativité, ce n'est pas les mêmes critères de représentativité, c'est un peu plus souple, tout syndicat national peut tout à fait saisir le BIT par ce qu'on appelle la technique des réclamations collectives. Je vais saisir le BIT en disant qu'on ne respecte pas, qu'un texte de loi, qu'un État ne respecte pas, soit en raison de sa jurisprudence, soit en raison d'une disposition légale, ou soit en raison d'une pratique gouvernementale, ne respecte pas une convention internationale. Là, en l'espèce, la Convention internationale est toute trouvée, c'est la Convention internationale numéro 87. Donc, ça se fait assez sobrement. Ça peut prendre un peu de temps parce que il y a des observations, il y a le principe du contradictoire, des observations du syndicat, des observations d'autres syndicats qui peuvent s'associer, des observations de l'État mis en cause et des observations d'autres États qui peuvent être à l'appui du syndicat ou à l'appui de l'État contre lequel on agit. Et quand on a fait toutes ces observations-là, le BIT fait une enquête. Et le BIT rend, dans ces cas-là, une délibération, tout simplement. Il y a un rapport du BIT, et dans cette délibération, ils vont dire si oui ou non c'est conforme. C'est une sanction juridique symbolique, mais il est vrai que c'est une sanction qui a un poids politique.
Et quel délai moyen nous demande-t-on pour le BIT? Oh, ça peut être très long, malheureusement. D'accord. Donc là, ça peut se compter facilement en années. D'accord. Non, mais c'est une information très intéressante. D'un point de vue peut-être concret, parce qu'on a beaucoup parlé juridiquement, mais quelles incidences ça a sur nos vies, le fait d'être privé de représentativité, Frédéric, à ton avis? En fait, ça a beaucoup d'incidences. En fait, les contrats d'édition qu'on signe, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme clause, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Donc ça, chaque fois qu'on signe un contrat, ça a été impacté par qui a participé à certaines négociations. Chaque fois qu'on a besoin de notre couverture sociale et d'accéder de manière effective à nos droits sociaux, mais en fait ça, c'est affecté par qui siège en fait au CA de notre organisme de gestion de sécurité sociale. Combien est-ce qu'on paye de pourcentage de retraite, de retraite complémentaire? Ça dépend très directement de qui siège, qui nous représente au niveau de la retraite complémentaire. Aujourd'hui, on est dans une situation à ce niveau-là qui est quand même assez dramatique. La plupart des auteurs ne font même plus les demandes d'arrêt maladie, en fait. Ils ne les font pas parce que c'est tellement pénible et tellement difficile d'avoir quelque chose qu'ils renoncent à leurs droits pour lesquels ils cotisent, en fait, pour lesquels ils cotisent comme tout le monde. Moi, j'ai en tête, par exemple, l'exemple d'une autrice qui est tombée enceinte, ce qui arrive parfois. Voilà, elle a demandé des indemnités maternité et elle ne les a touchées que 5 mois après la naissance de son enfant. Et c'est une autrice assez... On la connaît bien. Ouais, c'est une autrice assez au point en fait sur le sujet, c'est-à-dire le droit social, toutes les procédures, etc. Elle sait tout en fait, cette autrice. Elle s'appelle Samantha Bailly, mais moi, je trouve que quand on arrive à la situation où une autrice aussi informée que toi arrive à ne peut obtenir ses indemnités de maternité que 5 mois après la naissance de son enfant, on peut imaginer la détresse dans laquelle sont des autrices qui ne peuvent juste pas simplement ne pas avoir de revenus pendant une période aussi importante. En fait, ça n'existerait pas. Chez les salariés, c'est la révolution, si c'est comme ça, quoi. Mais chez nous, malheureusement, c'est ce qui se passe tous les jours, en fait. C'est ce qui se passe tous les jours. Et quand on parle aussi de représentativité, toute la médiatisation qu'il y a eu ces dernières années, c'est parce que il y a un certain nombre de bénévoles qui ont commencé à se demander ce qui se passait là-dedans, qui ont commencé à siéger à des réunions. Et le fait que des auteurs et autrices de terrain aient été catapultés et propulsés pour diverses raisons dans ces instances, c'est ce qui a fait bouger les choses. Parce que avant d'être dans les instances, on peut imaginer que c'est juste qu'il n'y a rien qui existe quasiment. On se dit, mais vraiment, rien n'existe pour nous, c'est une zone... Non, il y a des instances, il y a des mécanismes. Il faut s'intéresser aux droits pour pouvoir en savoir plus. En plus, on est dans des professions pour lesquelles on a très peu de formation à ces sujets. Donc, on arrive dans des carrières dans lesquelles on n'a, je dirais, aucune information préalable vraiment aux différents fonctionnements et en plus très labyrinthiques de nos diverses protection inefficace, on va dire. Et c'est vrai que sur la protection sociale, on prenait l'exemple de non-recours aux droits sociaux. Les non-recours aux droits sociaux, c'est fou qu'ils existent depuis si longtemps et qu'ils n'aient été médiatisés qu'il n'y a que 2 ans, du fait justement de la capacité à relater médiatiquement, je dirais, et à donner du poids politique à des expériences qu'on a toutes et tous vécues. Et prenons un autre exemple qu'on n'a pas pris, mais peut-être que c'est celui qui est, quand on y réfléchit, le plus parlant, c'est les aides pour la crise Covid. Quand le Covid arrive à ce moment-là, et qu'on demande à plein d'organisations professionnelles qu'est-ce que veulent les artistes-auteurs dans ce moment de crise, qu'est-ce qui est mieux pour la profession, on a vraiment 2, je dirais, oppositions. Des organismes de gestion collective qui demandent à être les gestionnaires des sommes d'argent public qui vont être affectés en tant qu'aide pour les artistes auteurs et autrices, et des syndicats qui demandent des mécanismes d'aide massifs pour la profession. Donc on a vraiment la collision entre 2 mécanismes, la demande d'aide massive et collective et la préconisation
d'aide, je dirais, sociale individuelle qui transite par des sociétés privées. Et ça, quand on pense vraiment strictement à l'intérêt de la profession, on le sait tous, l'intérêt de la profession, c'est d'avoir les aides les plus égalitaires, rapides et efficaces possibles. Ce n'est pas de devoir aller taper à la porte de 20 labyrinthes différents. Voilà. Et pourtant, les décisions et les arbitrages qui ont été pris, à l'époque, si certains syndicats tenus à bout de bras par des bénévoles n'avaient pas demandé l'accès au Fonds national de solidarité, nous ne l'aurions pas obtenu. Ça représente aujourd'hui plus de 100 millions d'euros qui ont été reversés à des artistes-auteurs. Oui, c'est très clairement l'accès au fonds de solidarité, c'est ce qui a sauvé les artistes-auteurs en fait. Ce ne sont pas les fonds sectoriels qui ont eu en général des critères complètement ubuesques et un fonctionnement, on va dire, plus qu'à minima. Le nombre d'auteurs aidés par ces fonds sectoriels est quand même extrêmement faible, avec donc des critères, des critères qui étaient quand même complètement fous. C'est le fait d'avoir pu accéder au fonds de solidarité qui nous a aidés. Un aspect dont on ne se rend pas compte, en fait, c'est que moi, je peux vous dire comment ça se passe pendant les réunions. Je l'ai fait même au conseil syndical, hein. Mais sincèrement, tant que je n'ai pas amené des gens avec moi, entre guillemets, dans les réunions, là, c'est de la visio, c'est assez facile. En fait, on ne se rend pas compte de la réalité de ce qui se dit, de la réalité de ce qui se passe, des gens qui parlent en notre nom et qui vont tenir des propos tout simplement ahurissants. C'est ce qui se passe tout le temps, en fait. Et d'ailleurs, sincèrement, s'il y a des auteurs qui nous écoutent et qui disent « Ah, mais moi, ça m'intéresse de venir à une réunion. » mais allez aux réunions. Mais avec venez, plaisir. En fait, c'est possible. On peut s'arranger. Ce c'est qu'elles soient retransmises en direct, ces réunions. On adorait une totale transparence. Eh oui. Moi, je serais sincèrement, je serais 100% pour, oui. Sincèrement, je serais assez pour qu'on puisse streamer, par exemple, toutes les réunions de concertation avec le ministère. Voilà, que les gens se rendent compte, en fait, de ce qui se passe, de ce qui se dit, de ce qu'on fait de notre travail. Voilà, quand le ministère jette à la poubelle 7 mois de travaux de l'intersyndicale parce qu'il n'a pas envie. Parce que c'est ça la raison, en fait, hein, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il s'est dit qu'on ne savait pas ce qu'on pouvait remplir comme menu, parce qu'ils se sont dit qu'eux, ils savaient mieux, principalement, et qu'en fait, après tout, on était un peu cons, parce qu'on dessine des Mickey ou parce qu'on fait des sculptures ou qu'on prend des photos d'insectes, que je ne sais rien, qu'en fait, on ne sait pas. Et enfin, voilà, aujourd'hui, une réunion ce matin sur la nomenclature URSSAF, c'est pas compliqué. La décision du ministère, elle a été accueillie avec une certaine hostilité par la totalité, hein, c'est-à-dire des organisations, des organisations d'auteurs présentes. Et là, pour le coup, il n'y avait pas de machin, de la mer de Chine, les organisations d'auteurs, elles ne sont pas d'accord ou quoi. Non, tout le monde était contre ce qu'était en train de proposer le ministère. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais le ministère va rester sur sa position. Voilà. En tout cas, ma conclusion personnelle après ces 3 ans de militantisme, c'est que je n'aurais jamais vu des professions aussi infantilisées de ma vie, pour lesquelles on va dire qu'en fait, n'importe qui d'autre sait mieux que les premiers concernés. Et on a vraiment la sensation que les artistes-auteurs sont des professionnels sous tutelle. Vous savez, comme les enfants ou les personnes âgées qui ne sont pas en capacité de pouvoir prendre des décisions pour eux-mêmes. Donc, plein d'autres organisations qui défendent d'autres intérêts, mais ce n'est pas grave, jugées plus sérieuses, plus acceptables, vont décider à notre place. Il y a aussi plein de gens, donc c'est le métier de parler à notre place, en fait. C'est leur revenu aussi de parler à notre place. Alors, la fin de ce live est imminente. Pour conclure, j'ai envie de donner la parole au professeur Pagnard qui découvre ce sujet. Vous avez en plus vu des cas de figure, vous l'avez dit en début de ce live, assez similaires sur d'autres professions. Vous nous donnez une recommandation assez claire de recours juridique. Est-ce que de votre prisme juridique, les artistes-auteurs, s'ils actionnaient ces leviers, auraient une chance de voir, je dirais, un petit peu de rationalité entrer dans l'équation? D'un point de vue purement technique juridique, oui.
je n'ai même pas de débat en moi, en fait. Ça paraît tellement évident. Voilà. Donc, en fait, c'est le mot de la fin qui est très optimiste, c'est ça? Oui, oui, ben c'est ça, exactement. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Vous allez gagner. Bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce live. Vous avez été assez nombreux et les retours sont vraiment positifs. C'était technique, mais c'était vraiment important d'interroger cette notion qui a tant fait débat. Et c'est normal qu'elle fasse débat puisque de fait, elle remet en cause un écosystème qui ne s'est pas remis en cause depuis bien longtemps. En tout cas, nous avons hâte de vous retrouver pour de nouveaux vidéos live sur votre statut et nous vous souhaitons tous une bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.